bonsoir. On est ravis de vous retrouver pour ce webinaire sur la chirurgie plastique et Covid-19, donc organisé par l'ARS Île-de-France et avec la participation de nos chers collègues chirurgiens plasticiens, le docteur Vladimir, que vous connaissez, chirurgien plasticien à Paris, le docteur David Maladry, chirurgien plasticien également à Paris, et le docteur Patrick Nipper, chirurgien plasticien à Paris. Le docteur Jacques Saboy, chirurgien plasticien à Toulouse et secrétaire général de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice esthétique, nous a rejoints. Donc, l'organisation de ce séminaire, de ce webinaire, pardon, sera en deux parties. D'abord, l'intervention du docteur Saboy sur la position de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice esthétique, puis trois interventions et enfin une discussion. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions par écrit sous forme de chat. Moi qui ai un rôle d'animateur, je récupérerai toutes ces questions que je poserai à la fin de la réunion à chacun des intervenants. Donc, je passe la parole tout de suite au docteur Jacques Saboy pour nous donner le point de vue de la Société française de chirurgie plastique reconstructrice esthétique. Chers amis, bonjour. Henri Jean-Philippe, merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de ce webinaire pour l'ARS Île-de-France. Donc, en tant que secrétaire général de la Société de chirurgie plastique, j'ai eu à donner mon avis sur ce qui se passait, ainsi que l'avis de tout le bureau de la société. Donc, il y a eu deux phases, en fait. La phase 1 que vous avez connue du confinement, donc 17 mars, 11 mai. Durant cette phase, toutes les personnes étaient confinées, nous avec. Donc, il est logique que dans cette période de confinement total, toutes les interventions programmées, les consultations, tout s'arrête. C'est normal, puisque les gens ne peuvent pas sortir, nous non plus, a priori. Donc, la priorité a été donnée, et c'est logique, aux urgences. Donc, dans notre spécialité, urgences traumatologiques, brûlures, cellulite, infection aiguë, reprise d'infections de problèmes particuliers. Bon. Il y avait une logique qui était en fait le confinement. On peut le comprendre. Dans la deuxième phase, qui est une phase post-confinement, à ce moment-là, les gens peuvent sortir. On nous dit qu'il faut faire attention au retard de soins. Donc, il est logique qu'on considère qu'on va pouvoir reprendre nos activités. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y avait à la fois dans la première phase le confinement, le plan blanc. Dans la deuxième phase, il y a le déconfinement, mais il y a toujours le plan blanc. Ça veut dire que le plan blanc donne la priorité à certains actes par rapport à d'autres. C'est ce qui nous est dit, puisqu'on nous dit les blocs doivent être réservés, etc. Alors, à ce moment-là, dans cette phase déconfinement, la première proposition qui a été faite, ça a été de dire, vous, les CNEP, les sociétés scientifiques, il faut que vous classiez vous-même vos actes en 4 niveaux. Un niveau 1, qui est un niveau d'urgence, c'est-à-dire on le gère maintenant, un niveau 2 qui est chirurgie à 3 mois, un niveau 3 qui est chirurgie à 6 mois et un niveau 4 qui est chirurgie à 1 an. Alors, il est clair que certaines spécialités, comme le digestif par exemple, pour lesquelles la chirurgie paraît toujours prioritaire parce qu'il y a des infections, parce qu'il y a des appendicites, parce qu'il y a des péritonites, il est logique que soit quasiment tout classé, ou des cancers soient classés tout le temps à niveau 1. Et nous, la chirurgie plastique, il y a une espèce de logique qui dirait, non mais vous, vos actes, ils ne sont pas vraiment nécessaires, donc on va tous les classer, soit niveau 3, soit niveau 4. Vous dites, mais attendez, nos patients, ce ne sont pas des patients différents des autres, ils ont besoin d'être opérés comme les autres, ils ont aussi leurs priorités. Donc nous, chirurgie plastique, on a refusé cette classification en 4 niveaux, parce que c'était quelque chose qui nous semblait complètement aberrant. Et quand on regarde certaines sociétés comme la de Stomato, par exemple, au départ, ils ont dit, on va classer à niveau 4, comme vous nous le dites. Effectivement, toute une partie de leur activité, de chirurgie esthétique, d'ostéotomie de la face, d'implants dentaires, qui sont passés à niveau 4 à 1 an. Donc vous imaginez, ça veut dire que tous les patients qui devaient bénéficier de cette chirurgie, il fallait qu'ils attendent 11 mai 2020, 11 mai 2021. Vous dites, mais ce n'est pas vraiment une vision qu'on a, nous, médecins, de la santé publique. Ce n'est pas ça du tout. Alors, suite à ça, tout de suite, on arrête les niveaux, on va proposer autre chose, qui est une classification en 3 niveaux. Tout d'abord, les actes urgents, et ensuite, les actes qui ne peuvent pas être différables, c'est-à-dire les non différables ou qui ont une priorité, parce qu'il faut le faire rapidement. Voilà, c'est bon. Mais finalement, c'est classé en 3 niveaux pareils, c'est-à-dire urgence, niveau 1,
le non différable en niveau 2, 3, voilà, c'est pareil. Donc ça aussi, ce n'est pas une bonne idée. Donc nous, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'on va nous imposer à nous de décider qui on doit opérer ou pas opérer? Sur quels arguments? Les arguments, c'était les places. Il faut garder de la place pour les patients Covid qui risqueraient d'arriver, la espèce de deuxième vague. Donc il faut que pour cette deuxième vague, on ait les chambres libres. Il faut quand même savoir que la chirurgie plastique, on a très peu de patients, on fait beaucoup de choses ambulatoires. Je crois que c'est 40 à 50% de notre activité qui est ambulatoire, c'est-à-dire la journée. C'est-à-dire nous, le patient rentre le matin et sort le soir. On lui prend pas. S'il y a une vague Covid qui arrive, ben, on n'opérera plus d'ambulatoire comme on a fait le 17 mars. Le 17 mars, on a tout arrêté. À partir du 18, 19, 20 mars, on n'a plus opéré personne. Donc, nous, si demain il y a une deuxième vague qui arrive le 8 juillet, ben, nous, le 7 juillet, on arrête toutes nos chirurgies, l'ambulatoire en premier, bien sûr, et les autres chirurgies, les autres 50%, quand on regarde qu'est-ce que c'est des chirurgies sur des hospices 2 jours, 3 jours grand maximum, on laisse la place au Covid demain, ça ne pose pas de problème. Donc l'argument qui est de dire, vous, non, parce que vous allez occuper des lits, il ne faut pas opérer, ce n'est pas un argument qu'on a soutenu, nous, du tout, parce qu'il y a une réversibilité dans notre situation, dans notre chirurgie, qui n'est pas forcément dans d'autres chirurgies. Quand vous avez un patient pour une chirurgie plus lourde, qui va passer 8, 10 jours, qui a besoin d'une réa derrière, on peut comprendre qu'il y ait une limitation des actes, mais nous, réa derrière, il n'y a quasiment pas de patients qui ont une réa derrière. Occupation des lits, un but ou 2 jours, je veux dire, on fait partie des chirurgies justement qui peuvent être faites dans cette période-là, parce que justement, elles ne sont pas simples, mais elles ont une réversibilité et elles permettent aux structures de travailler. Et finalement, elles n'exposent pas grand monde. On prend des précautions, bien sûr, comme on l'a dit partout, mais ça, on ne va pas y revenir, les mesures barrières, etc. Mais on a la possibilité de très vite rendre les chambres, si on a besoin, disponibles pour le Covid. Donc, notre idée, ça a été de dire, nous, chirurgie plastique, on refuse les niveaux, on refuse de catégoriser nos patients par rapport à une généralité. Et nous, notre priorité, c'est de dire, c'est le patient qui compte. C'est plutôt que la perte de chance qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire il ne faut pas différer parce qu'il y a une perte de chance par rapport à un cancer, par rapport à ci, par rapport à ça, plutôt que la perte de chance, on va revenir sur autre chose qui est tout à fait médical et que vous connaissez tous, c'est le rapport bénéfice-risque. Mais quel rapport bénéfice-risque? C'est le bénéfice d'une chirurgie par rapport à un risque, pas de ne pas être opéré, mais par rapport à un risque Covid. C'est ça qui est important, c'est quel bénéfice vous avez d'être opéré par rapport au risque que vous courez au Covid. Voilà, lié au Covid. Et le risque lié au Covid n'a pas 50. C'est soit il est porteur, le patient, du Covid, et dont la chirurgie va aggraver ou potentialiser son Covid, comme on l'a lu dans différentes publications. 25% soi-disant des patients opérés avaient un risque de décéder après une chirurgie, quelle qu'elle soit. Donc, premier risque, c'est de dire vous avez un Covid et notre chirurgie va l'aggraver. Et deuxième risque, c'est vous venez dans les établissements de soins et vous attrapez le Covid. Voilà, il n'y a pas 50, il n'y a que ces deux-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan, le questionnaire, etc., etc. Et nous, systématiquement, on va faire une PCR avant la chirurgie, 2 jours avant. On a eu 4 comme ça dans notre clinique depuis le 11 mai, positifs, qui sont rentrés à la maison. On ne les a pas opérés. Bien sûr, il y a des faux négatifs, on le sait tous, c'est pas le problème, mais on le sait. Mais les positifs, déjà, ils rentrent à la maison. Donc l'idée, c'est de dire, ce qui est important, c'est le rapport bénéfice-risque. Bénéfice d'être opéré par rapport au risque que représente le Covid dans cette période. Et je peux vous dire qu'en faisant comme ça, on prend soin du patient, on l'opère, on fait notre travail correctement, on ne fait pas de courir de risque aux patients déraisonnés, on maintient notre activité, on maintient le soin aux patients. Et je pense quand même que c'est important. On ne peut pas juste nous dire, non mais le plan blanc égale tous vos patients en chirurgie plastique, comme ce n'est pas une chirurgie extrêmement urgente, parce que ce qu'on nous dit, hein, ce n'est pas extrêmement urgente, il n'y a pas besoin de les opérer. Et nous, ce n'est pas du tout notre philosophie, du tout, du tout. On n'est pas une sous-spécialité, on n'est pas une chirurgie de confort, on n'est pas une chirurgie inutile, parce que si on va par là, je veux dire, on peut en citer d'autres. Hein, je veux dire, si on raisonne seulement sur du fonctionnel et de la douleur dorsale et que ça, de la douleur dans les jambes, il n'y a pas que nous, on va tous arrêter d'opérer, hein, parce qu'il ne va plus rester que les cancers, les infections et les brûlures. Point barre, mais pour tout le monde. Tout le monde. Et ce n'est pas logique, parce que c'est quand même un arrêt du soin, le retard qu'on va prendre, tous les patients ils vont devoir attendre pour être opérés plus tard. Pour nous, c'était complètement illogique.
Donc, notre position, ça a été très clair, ça a été refus du classement par niveau, qui est tout à fait déraisonnable, refus du classement avec le raisonnement de la perte de chance, et par contre, proposition d'un raisonnement du soin par rapport au rapport bénéfice-risque, bénéfice pour le patient à être opéré, risque que représente le Covid pour ce patient, si jamais il l'attrape avant ou s'il l'attrape pendant le séjour. Mais ça, c'est dans tous les cabinets médicaux, tout le monde a pris les mêmes mesures. Nous, notre société les a édictées, les mesures, mais enfin, tout le monde les a lues partout. Je ne vais pas vous les rappeler ici, vous les connaissez. Voilà un peu je ne sais pas, j'ai pas été trop long, la position de notre société, du directoire de chirurgie plastique. On a été très clair sur tout ce qu'on a défini. Il n'y a pas eu d'ambiguïté. On a communiqué ça auprès des ARS, on a communiqué ça auprès des directions d'établissements, que ce soit publics ou privés. Et au jour d'aujourd'hui, je peux dire que les plasticiens ont repris leur boulot, ils travaillent correctement, les patients sont satisfaits et des risques Covid, on n'a pas eu plus que les autres. On a essayé de rester dans les clous pour tout le monde. Voilà, je vous remercie. Merci. Oui, merci beaucoup. C'est vrai que l'attitude que vous avez exprimée, en fait, une attitude qui est devenue consensuelle, puisque la Fédération nationale des spécialités médicales, avec l'Ordre des médecins, a publié un communiqué rappelant en effet que la balance bénéfice-risque doit être prioritaire. Et finalement, c'était la discussion entre patients et chirurgiens qui était prioritaire dans cette situation. Alors justement, donc il y a trois étangs qui vont être traités pour expliquer voilà, comment ça se présente en réalité. D'abord, le docteur David Maladry qui a présenté la question de la chirurgie réparatrice après chirurgie bariatrique. Comment ça se pose? Est-ce que c'est une chirurgie finalement qui a des bénéfices et qui porte des risques? Parce que ces patients quand même qui sont plus obèses, mais qui ont quand même des facteurs de risque souvent sur le plan métabolique. Est-ce que c'est envisageable de les opérer dans cette situation de déconfinement? Donc, je passe la parole à David Maladry. Et puis, il y a déjà des questions que vous avez posées, parce qu'on reviendra sur votre intervention extrêmement intéressante et cruciale, parce qu'on est en train de réfléchir justement à que faire en cas de deuxième vague. Et l'avis des uns des autres est vraiment essentiel. David. Oui, bonsoir, merci. Jacques Saboy a bien résumé, il y a le confinement où on n'opère pas, finalement, sauf les urgences, on ne va pas dire vitales, mais les urgences indiscutables. Et puis, après le confinement, on a repris une activité. Et que fait-on des patients qui ont beaucoup perdu de poids? Alors, tout le monde est d'accord, ce n'est pas une urgence, bien évidemment, mais il y a également le fait qu'il y ait une certaine mise en réserve des moyens sanitaires. Et comment va-t-on pouvoir, enfin, surtout s'il y avait une réexplosion ou une autre catastrophe naturelle, on va dire, qui peut-on opérer? Qui doit-on opérer? Alors, il y a plein de techniques avec différents sites, la plus fréquente étant la plastie abdominale. On parlera un peu de tout, mais surtout, c'est que s'il n'y a pas d'urgence, c'est quand même une chirurgie qui est nécessaire, ne serait-ce que pour l'intertrigo. Il y a beaucoup de patientes qui ont des suppurations, des inflammations chroniques au niveau des plis. C'est une gêne réelle et ça, il faut les traiter. Et le meilleur traitement, c'est l'excision du pli infecté. Et puis, c'est quand même une chirurgie qui non seulement permet de reconstruire l'image de la personne qui a maigri, mais qui lui évite d'être découragé d'avoir maigri, puisqu'il y a souvent, enfin pas souvent, mais de temps en temps, un regret d'avoir entamé cette démarche d'amaigrissement, parce que l'aspect du corps est quand même très dégradé. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, en fait, par exemple, pour la chirurgie du ventre, on peut dire qu'il y a deux cas, c'est un peu schématique, mais ça permet d'expliquer. Soit on a un pli très long, très bas, qui tombe beaucoup, c'est souvent les pertes de poids massives. En fait, c'est les cas les plus simples d'un certain côté, puisque c'est d'une excision suture pour retirer un intertrigo. Ce n'est pas très long, ce n'est pas très difficile. Par contre, si le pli est très lourd, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de tissu, on va avoir une excision de troisième secteur. Et là, c'est un facteur de risque d'une décompensation post-opératoire éventuelle. Et donc ça, il faut en tenir compte. Et alors, aussi dans ces pertes de poids massives très importantes, où les plis sont très importants, on a beaucoup de complications locales, 10 à 30% suivant les séries. Mais en fait, ça, finalement, ce n'est pas très grave. Ça peut se gérer au cabinet. Ça n'empiète pas sur la possibilité d'une réanimation liée au Covid. Alors, finalement, quelles sont les complications générales que l'on peut craindre? C'est les maladies thromboemboliques,
les pertes de sang avec transfusion, ça c'est l'excision importante, les liposuctions très importantes. Et il y a quelques années, j'avais revu 100 dossiers successifs de chirurgie post-bariatrique, que ce soit les phlébites ou les transfusions, c'est autour de 1% des cas. Donc, ce n'est pas très important, mais ça existe de temps en temps. Alors, on pourrait dire que pour les ventres qui sont tombants après perte de poids, les grands plis, on peut les faire facilement. Il n'y a pas beaucoup de risque de réanimation, sauf si c'est des plis extrêmement géants, avec peut-être plus de 3 ou 4 kilos d'excision, c'est quand même très rare. Et dans ces cas-là, il faut sans doute attendre des conditions meilleures générales, je dirais, pour la situation sanitaire en tout cas. Et puis, pour les plis moins importants qui nécessitent une dermolipectomie abdominale avec une tension assez importante, eh bien à ce moment-là, on a peut-être des complications locales, type de nécrose, mais ça se gère très bien au pansement et donc finalement, on peut également les opérer. Pour les membres, il y a deux cas. Il y a les membres supérieurs, c'est une intervention extrêmement légère, qu'elle soit une excision transversale ou longitudinale. Elles peuvent pratiquement se faire sous anesthésie locale et sédation. Et puis les membres inférieurs, il y a une gêne post-opératoire, mais il y a souvent des lipoaspirations associées. Donc là, pareil, si on a un volume important qui dépasse les 3 litres, on a une réanimation toujours possible post-opératoire. Enfin, c'est quand même exceptionnel. Donc là, ce sont des cas peut-être à différer un petit peu. Pour ce qui est des bras, quel que soit le volume des bras, on n'aura jamais plus de 1 kg. Et donc, finalement, c'est des interventions quasiment en ambulatoire à chaque fois. Pour les seins, le docteur Knipper va en reparler, mais il y a 3 cas: l'hypertrophie mammaire persistante, la ptose mammaire déshabitée et la ptose mammaire qui va être corrigée avec augmentation mammaire, soit par tissu graisseux, soit par implant mammaire. Et dans ces cas-là, pour l'augmentation mammaire ou la ptose, ce sont des choses qui se font sous anesthésie légère, en ambulatoire, et qui peuvent être opérées même dans les périodes un peu strictes de Covid ou de post-Covid. Pour l'hypertrophie mammaire, si on s'en tient simplement au volume retiré, c'est exceptionnel de retirer plus d'1 kilo par sein, ça peut exister. Et dans ces cas-là, de toute façon, des volumes très minimes, relativement chez une personne qui pèse encore 70 kilos, par exemple. Donc, on peut sans doute les opérer, ou également en chirurgie ambulatoire. La chirurgie mammaire, sauf conditions particulières d'isolement, à plus de 90% peut se réaliser en ambulatoire. Ensuite, on peut discuter de la chirurgie combinée, c'est-à-dire plusieurs sites à la fois, les bras et les seins, le ventre et les cuisses, ou les 4 membres. Alors, c'est surtout un problème de durée opératoire. C'est vrai que si l'intervention est un peu longue, il y a plus de risque de complications post-opératoires graves, les phlébites en particulier. Et donc, il faut pouvoir réaliser ces interventions rapidement, ou en tout cas sélectionner les patients pour que ce soit des excisions sutures très simples, sans beaucoup de liposuction, et sous condition d'une intervention de moins de 3 heures et avec moins de 3 litres ou 3 kg d'excision. Je pense qu'on peut les réaliser même en post-Covid. Alors finalement, on peut considérer qu'il y a des facteurs de risque de la chirurgie plastique post-bariatrique. Quels sont les cas qui sont simples à ne pas opérer, enfin à décider de ne pas les opérer? C'est lorsqu'il y a des excisions de plus de 3 kg, par exemple, où on nous disait à un moment 10% de la masse corporelle, mais 3 kg, c'est plus strict et plus sûr, sans doute. S'il y a des facteurs de risque intrinsèques au patient, c'est-à-dire que si c'est une patiente qui a déjà fait des phlébites, qui a beaucoup d'antécédents, bien évidemment, mais ça c'est de façon générale, comme c'est quand même une chirurgie plastique, mais à visée esthétique, il faut attendre un petit peu. Et puis des facteurs de risque, on va dire, extrinsèques au patient, ce sont les structures qui n'ont pas tellement l'habitude de la chirurgie plastique en ambulatoire, qui font des plasties mammaires sur 2-3 jours, enfin d'hospitalisation. Et dans ces cas-là, je pense qu'il ne faut pas s'y risquer. Voilà, je vous remercie. Donc, merci. Il y a déjà eu des questions sur ton exposé, David, donc je les transférerai tout à l'heure. Donc, maintenant, on va aborder la question des plasties mammaires avec une dimension un peu de concept, notamment en cas de réparation post-mastectomie. C'est le docteur Knipper et ensuite, ce sera le docteur Mitz qui nous présentera des techniques qui permettent peut-être d'opérer plus rapidement. Donc, Patrick, à toi. Ton micro est coupé. Hein. Il est toujours coupé ton micro là. Le micro est coupé. Vous m'entendez là?
Parfait. Très bien, bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais peut-être être un peu plus rapide que David. Et donc, je vais peut-être juste évoquer la notion de reconstruction du sein. Et c'est Vlad qui parlera plutôt des plastimammaires. Alors, moi, la problématique que j'ai eue dans cet épisode a été très simple. Par rapport à la reconstruction du sein, euh, vous savez, et ça c'est pour les auditeurs, qu'il y a plusieurs techniques de reconstruction, des techniques assez simples avec des prothèses et des techniques beaucoup plus compliquées avec des lambeaux. Alors, dans cette phase un peu difficile qu'on a vécue, la demande du patient était toujours la même. Euh, et la notion de reconstruction après cancer a favorisé et nous a facilité la décision parce qu'il y avait le mot cancer, on était dans un environnement de carcinologique, donc on avait a priori plus de facilité à prévoir ces patients. Et donc là, moi, je suis rentré dans tout ce que nous avaient enseigné nos maîtres, c'est-à-dire un facteur dont on ne parle jamais, c'est-à-dire la rapidité dans le geste chirurgical. Et donc là, face à cette demande, il est évident que moi, j'ai orienté, je n'ai pas eu beaucoup de cas, mais j'ai eu 3 cas de reconstruction où j'ai favorisé la reconstruction par prothèse parce que c'était des interventions qui se faisaient en ambulatoire rapidement pour limiter le risque. Mais je reviendrai sur le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que ces patients avaient une demande. En matière de reconstruction du sein, comme on était dans une ambiance de carcinologie, j'ai pu les opérer, mais finalement, je ne faisais que de la reconstruction assez simple avec des prothèses mammaires. Et je me suis dit, pourquoi ne pas reconstruire ou pourquoi ne pas mettre des prothèses mammaires à visée plastique ou esthétique? Et donc, ça m'a rappelé que dans ce contexte bien particulier, il faut raisonner en fonction de l'environnement. L'environnement était compliqué par rapport au Covid, et comme l'a dit Jacques, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut opérer les patients en cette période ou pas? Alors, moi, j'avais juste une réflexion à faire sur notre attitude. Quand on était interne, chef de clinique, et qu'on opérait les patients qui avaient des séropositivités dans le cadre du HIV, au début, il y avait des recommandations extraordinaires, il ne fallait pas les opérer ou c'était très compliqué. Aujourd'hui, tous, on opère des patients séropositifs comme si rien n'était, avec toutes les précautions. Donc, moi, je m'interroge, je me dis, la prochaine fois qu'il y aura une épidémie comme ça, pourquoi ne pas opérer les patients avec une adaptation? L'adaptation, c'est comme l'a dit Jacques, c'est-à-dire que comme tout patient, eh bien, il faudra les dépister, opérer que les gens qui seront négatifs dans un bel environnement, les opérer avec des techniques rapides. C'est ce que moi j'appelle l'éco-chirurgie, c'est-à-dire qu'il va falloir adapter des techniques adaptées au cas, c'est-à-dire rapidité, simplicité, efficacité. Et donc, dans la reconstruction du sein, moi j'ai fait 3 reconstructions par prothèse en ambulatoire. Ça s'est passé très, très bien. Et effectivement, comme le disait aussi David, peut-être éviter dans ces moments-là la reconstruction qui évite la réanimation et les cas difficiles. Mais pour moi, les choses sont très simples. Aujourd'hui, on a vécu une pandémie. Ça va réarriver. Quand on a eu le Bataclan, on a raisonné de la même façon. Mais finalement, on a plusieurs circuits. Moi, je suis hospitalier et je travaille en libéral. On était à l'hôpital Cochin où on n'a pas du tout été sollicité. Il y avait un circuit qui était complètement libre dans ma clinique. Et je me demande pourquoi on n'a pas fait naturellement et de manière habituelle nos interventions. Alors, le paradoxe, c'est qu'à côté de moi, il y avait les orthopédistes qui faisaient des prothèses de hanche, qui, à mon sens, étaient beaucoup plus lourdes, avec beaucoup plus de risques de contamination, pas de contamination, de soins post-opératoires, etc. Eux avaient le droit de faire de la reconstruction de hanche. Et nous, en tant que plasticiens, on était un petit peu… Et je trouve que c'est une discrimination par rapport aux patients, par rapport à la chirurgie en général. Et je trouve que, notamment en matière de reconstruction du sein, en choisissant des techniques simples, adaptées avec des suites opératoires qui sont tout à fait gérables, on ne devrait pas mettre de degrés, de stade 1, 2, 3, etc. On devrait être beaucoup plus simple et réfléchir, comme le disait Jacques, au bénéfice-risque pour chaque patient. C'est à nous à décider. Et en l'occurrence, et pour conclure, je pense que pour le futur, il faudra peut-être envisager des circuits séparés, un peu comme quand on a des cas infectés, on les met en septique. Quand on a des cas non infectés, on les met dans des services propres.
Là, les patients Covid iront à l'hôpital en réanimation et tout ce qui est en libéral non Covid, les patients peuvent être pris en charge de manière quasi normale en adaptant les techniques pour limiter les risques opératoires. Parce que le vrai problème, c'était quoi? C'était l'AREA, le post-op et puis surtout les produits. Et ça, aujourd'hui, on ne peut pas dire à un patient, on ne peut pas vous opérer parce que vous n'avez pas de produit. Donc, le paradoxe que j'ai eu, moi, c'est que par rapport à cette reconstruction du sein, j'ai eu aucun problème parce que comme c'était post-carcinologique, ça s'est fait sans problème, mais je trouve que je ne faisais pas quelque chose de plus compliqué qu'une prothèse de hanche. Voilà ce que je voulais dire. Donc, en matière de reconstruction du sein aujourd'hui, pour le futur, reconstruction en choisissant, évidemment, j'ai évité les lambeaux et les choses un peu compliquées pour éviter de garder les patients. J'ai orienté mes indications sur les prothèses, mais si une pandémie se reproduisait, je pense qu'on peut tout à fait faire ce genre de chirurgie. Voilà. Ok, merci beaucoup Patrick pour avoir présenté un peu ton point de vue sur quelle chirurgie envisager aujourd'hui et peut-être demain si ça recommence. Donc, je vais passer la parole au docteur Vladimir Mitz qui va nous présenter un peu les techniques de plastie, peut-être adapter cette situation et peut-être en général. Merci de m'avoir invité à ce webinaire qui est très intéressant. J'ai écouté attentivement ce que dit M. Jacques Saboy et mes prédécesseurs. Bien sûr, je suis d'accord avec eux, mais je voudrais insister sur un élément qui me paraît très important, qui est la psychologie du patient et la souffrance que cela peut représenter pour lui, parce qu'il s'était préparé à une opération et qu'il l'avait prévu depuis plusieurs mois, que ça l'arrangeait d'être opéré à cette période de l'année, et puis soudain, on va lui dire, on ne peut pas vous opérer. Et si je regarde pourquoi on ne peut pas l'opérer, je dois dire que moi, je ne suis plus chirurgien hospitalier, mais je suis chirurgien libéral maintenant. Et dans la clinique où je travaille, toutes les activités ont été arrêtées parce qu'on pensait qu'il allait y avoir des patients Covid, qu'il fallait donc garder des lits pour les hospitaliser. Et puis très vite, on s'est aperçu que ça ne s'était pas fait. Mais quand même, l'interdiction d'opérer est demeurée là et il a été impossible de faire un acte chirurgical tant que la clinique n'avait pas réouvert ses portes. Et quand elle a réouvert ses portes, tout était contingenté parce qu'il y avait un problème important de produits anesthésiques qui n'étaient pas en quantité suffisante. Donc, la psychologie des patients, elle me paraît à considérer parce que beaucoup d'entre eux ont été extrêmement furieux. Alors, pour illustrer un petit peu ce que je vous dis, je voudrais vous montrer ce que c'est qu'une plastie mammaire. Pourquoi est-ce qu'une patiente qui a une grosse poitrine un peu tombante peut souffrir et que c'est aussi douloureux de souffrir de son mal de dos parce qu'on a des gros seins et pas seulement parce que c'est moche. Alors, une plastie mammaire, ça consiste à réduire une poitrine qui est trop volumineuse et surtout aussi asymétrique. Et la différence gauche-droite est quelque chose qui est fréquent et elle peut vraiment intéresser des jeunes filles qui ont une grande asymétrie. Quand les seins sont tombants et lourds comme ça, comme disait le docteur Maladry, il y a des macérations qui se font en profondeur et pour les patientes, c'est très désagréable d'avoir cette grosse poitrine qui tire sur les épaules, c'est douloureux. Donc, quand une opération est prévue, elles sont heureuses, surtout quand on arrive maintenant avec les techniques qui sont modernes, des cicatrices très peu visibles, des seins qui sont érotiques et surtout une technique qui est rapide, comme le disait le docteur Knipper. C'est une opération qui dure 1h30 et qui va permettre à la patiente de sortir éventuellement le jour même. Vous voyez que les cicatrices sont relativement courtes, ça c'est quelques mois après l'opération, c'est la même patiente, on lui a changé la vie parce qu'elle a une poitrine qui tient, elle n'est plus obligée de porter des soutiens-gorge qui lui martyrisent les épaules, elle peut se redresser, elle envisage donc la vie avec beaucoup de bonheur. Si on la voit comme ça, en plus elle n'est pas du tout motivée pour faire un régime parce que le balcon des seins cache le rez-de-chaussée du ventre, donc elle n'a aucune motivation. Alors que quand l'opération a été faite, la réduction a été faite, et maintenant ce sont des réductions qui se font dans de très bonnes conditions, sans transfusion, et cela permet une excellente adaptation à la vie quotidienne. Et donc, cette opération, elle est ardemment désirée par beaucoup de patientes, et pour nous, chirurgiens, on ne comprend pas pourquoi il faudrait interdire à nos patientes de subir cette opération libératrice, même s'il y a un Covid, parce que le Covid, bien sûr, est une maladie grave, il faut réserver des lits de réanimation, mais si les structures s'y prêtent, il y a un grand bénéfice-risque pour ces patientes parce qu'elles peuvent être très heureuses après l'intervention. Voilà. Et donc, c'est très important pour moi que tous ceux qui nous entendent comprennent que la psychologie du patient
elle a été pas si facile que ça à gérer. Et je comprends tout à fait comment Patrick Knipper a réagi quand il avait à faire des reconstructions du sein après cancer. C'est un petit peu la même problématique. Il ne s'agit pas d'un cancer quand c'est une chirurgie qui porte sur une réparation où il n'y a pas de lésion tumorale, mais la souffrance de la patiente est la même. Et ce qu'on a appris, en tout cas à cette période de Covid, c'est que les patientes qui ont souffert ont difficilement accepté, pour un certain nombre d'entre eux, que leurs interventions soient reportées à une date qui n'était pas précisée, alors qu'elles s'y étaient préparées et organisées. Parce que la différence entre ces opérations de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, c'est qu'elles sont programmées. Et alors, pour tous nos collègues qui font des urgences, les opérations programmées n'ont aucun intérêt, n'ont pas d'importance. Seules les urgences, les traumatismes doivent être pris en compte. C'est vrai, ils ont raison, c'est prioritaire le traumatisme. Mais n'oubliez pas que derrière chaque patiente, il y a une souffrance et que c'est à nous, médecins, que nous devons mettre en avant les conditions d'une réparation la plus rapide possible de leur état, en se disant bien que ce n'est pas pour l'argent qu'on les opère, mais bien pour la qualité de la vie. Et cette qualité de la vie, même en temps de Covid, il ne faut pas la sacrifier. Voilà ma position. Très bien, bah, écoutez, merci beaucoup. Et juste un petit commentaire sur cette dernière intervention, après je viendrai aux questions. Et aussi, il y a des questions qu'on a posées par Internet et je vous ferai un petit compte-rendu de cela. Tout d'abord, eh bien, en fait, ce que vous disiez tous les deux, tous les quatre, c'est ce qui a été rapporté également par l'Ordre des médecins et la Fédération des spécialités médicales qui, lorsqu'ils parlaient de perte de chance, lorsqu'on parle de perte de chance, souvent on pense à cancer. Et eux, ils ont introduit la notion de perte de chance, de qualité de vie. C'est-à-dire que si on reporte une intervention, alors qu'il y a une souffrance, et cette souffrance, elle peut se manifester de différentes manières, parfois sur le plan psychologique de manière assez sévère, reporter une intervention de 1 mois, 2 mois, 3 mois, et ainsi de suite, alors qu'elle a déjà été programmée il y a 6 mois, voire un peu plus, ils estimaient que ça pouvait être une perte de chance. Donc la notion de perte de chance sur le plan psychologique ou social ou psychique, elle ne devait pas être négligée. Et c'est exactement ce que vous avez exprimé tous les quatre. Et je pense qu'il faudra peut-être bien le défendre par la suite. Alors, d'abord, il y a une petite enquête. Je vais vous donner les résultats de cette enquête qui ont été faites en fin de semaine dernière. Premier point, c'était est-ce qu'il y a eu une poursuite de l'activité pendant le confinement? Eh bien, en fait, dans 54% des cas, il y a en fait une poursuite des activités, mais une activité très réduite, puisque ça correspondait à moins de 30% de l'activité de chacun. Donc, la moitié des chirurgiens plasticiens ont poursuivi leur activité, mais une activité qui était modérée, moins de 30%. Ensuite, quelle était la reprise d'activité dans la période de déconfinement? Et dans 100% des cas, ils ont repris leur activité. Et en séparant chirurgie esthétique de chirurgie réparatrice, pour la chirurgie réparatrice, dans à peu près 60% des cas, il y avait une reprise d'activité, mais avec une activité qui correspondait à peu près à 50% de l'activité de l'année d'avant. Et pour la chirurgie réparatrice, donc vous voyez, c'est sur la droite de votre écran, donc il y avait une reprise d'activité, mais qui était un peu étalée en termes de volume, hein, puisque globalement, il y a à peu près un tiers qui ont pris une activité inférieure à 30%, et puis quelques-uns qui ont pris une activité à 75 à 100% de l'activité de l'année précédente. Ensuite, là, il y avait une question sur est-ce qu'on pratique un bilan systématique à la recherche donc du SRAS-CoV-2 en préopératoire. Donc, vous voyez que 44% le faisaient, ce qui est assez conforme d'ailleurs aux recommandations, hein, on pourra y revenir tout à l'heure. Et après, quel test était fait? Eh bien, il y avait un seul test qui était fait bon, dans une petite série, hein, qui était la PCR, donc il n'y avait pas de sérologie, ça tombe bien, ce n'est pas recommandé, ni le scanner thoracique, ça tombe bien, ce n'est pas recommandé. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des difficultés d'approvisionnement en médicaments? Ben, exceptionnellement. Bon, tant mieux. On pourrait revenir tout à l'heure quand même dans les questions qui ont été posées en ligne. Est-ce qu'il y a eu des difficultés en équipement de protection individuelle, EPI? C'est un nouveau mot qu'on a appris maintenant. Oui, quand même, dans 50% des cas, certains ont été en difficulté.
Donc, c'est quand même une dimension à avoir en tête. Enfin, est-ce que vous avez pris connaissance des doctrines régionales? Eh bien, ça c'est bien, parce que dans 75% des cas, il y a une connaissance des doctrines régionales. Bon, ça veut dire que finalement, on n'a pas trop mal communiqué au niveau de l'ARS Île-de-France. Et tant mieux, parce qu'on est une des seules ARS à avoir réalisé des doctrines en chirurgie, donc ce n'était pas pour rien, c'était diffusé. Enfin, en cas de nouvelle épidémie, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire? Eh bien, dans 68%, presque 69% des cas, finalement appliquer les mêmes recommandations qui ont été faites, c'est-à-dire activité limitée aux urgences et à la cancérologie. Et en fait, la question était un peu courte, mais souvent, ce qui a été recommandé, c'est urgence, cancérologie avec perte de chance. Et là, on s'aperçoit, vous voyez, que perte de chance, ben, finalement, ça dépasse la cancérologie. Certains ont été plus modérés, activités liées à certains types d'urgences, pour 19% des cas. Bon, très bien, pas de commentaires. Et enfin, est-ce que vous pensez que ça devrait être plus réparti en privé et public? C'était le cas. Donc, c'est une enquête qui est quand même pas inintéressante concernant le maintien d'activité, concernant la reprise d'activité modérée, et peut-être liée justement à l'accès aux blues, aux consommables et peut-être aux médicaments. Donc, bon, probablement, il faudra en tenir compte. Maintenant, question pour vous, messieurs. Alors, pour Jacques Saboy, il y a une question, peut-être plus particulièrement. C'était, attends, je regarde la dernière question. OK. Donc, la première question, c'était, bon, le principe de prioriser la balance bénéfice-risque, très bien, mais dans la mesure où il y a eu des tensions en termes d'accès aux médicaments anesthésiques et aux équipements de protection individuelle, comment choisir finalement s'il n'y a pas de priorité guidée par les sociétés savantes? Comment on peut faire? Comment vous nous aidez? Alors, je pense aussi qu'on ne va pas prioriser les patients en fonction des anesthésiques et des gants et des cagoules. Enfin, on ne va pas dire, alors, si on n'a pas de cagoule ou de gants, on n'opère que ceux qui justifient ou qui méritent d'eux. Enfin, c'est hallucinant. Ça, c'est pas possible. On opère ceux qui sont programmés, et puis, quelle que soit leur pathologie, et ensuite, eh bien, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Enfin, alors, sur les anesthésiques, il y a quand même un petit bémol. Moi, j'ai un anesthésiste qui a 40 ans d'anesthésie. Il a eu du propofol en dose minimale. N'empêche qu'il s'est débrouillé. Il m'a dit, ben, c'est pas compliqué, je vais faire comme je faisais il y a 20 ans. Et puis, on a bossé. Et au lieu de faire 5 ampoules sur la journée, il a fait une ampoule qu'il a répartie sur les différents patients. Et puis, il a rajouté la kétamine, machin, un truc. Il a fait sa sauce. Il m'a dit, j'ai un cocktail spécial période post-déconfinement. Et on a opéré. Il ne s'est rien passé. On a bossé comme d'habitude. Donc, c'est un problème d'anesthésiste plus que d'anesthésique. Donc, quand les chirurgiens, on leur répond « non, on ne peut pas endormir machin », vous me dites, vous appelez mon anesthésiste, il vous dira ce qu'il faut faire avec les produits anesthésiques. Voilà. D'accord, ok. Il y a une autre personne qui a reposé la même question. Si on est, bon, voilà, je ne vais pas la reposer, hein, c'est exactement la même question. C'est voilà, est-ce qu'on peut prioriser ou non? Donc, c'est au fur et à mesure en fait des indications. Donc, vous ne souhaitez pas prioriser. Ok. Alors après, il y a une autre question donc à David Maladry concernant la chirurgie abdominale et qui, je crois que c'est dans 1% des cas, entraîne une perte de sang, disons, conséquente, c'est ça? Est-ce que dans la mesure où actuellement, maintenant c'est un peu modéré, mais il y a des difficultés en termes d'accès aux produits sanguins, est-ce que ce type d'intervention, finalement, il vaut mieux les reporter pour l'instant? Ben, c'est un peu les mêmes conditions. Est-ce que la tension en produits sanguins justifie qu'on fasse des interventions qui risquent de saigner, même si c'est rare? Ou est-ce qu'il vaut mieux peut-être transitoirement, tant qu'on n'a pas le feu vert des EFS, reporter? Alors, ce n'est pas la chirurgie abdominale qui entraîne des transfusions, c'est le body lifting, et en particulier chez les patients qui sans doute n'ont pas été bien évalués auparavant
Et le Covid nous a apporté ça, c'est de mieux évaluer peut-être. En particulier ceux qui ne prenaient pas leur traitement substitutif, ils ont une hypoprotidémie, un mauvais transport du fer dans le sang, ils ont une anémie, ils arrivent à 9, et c'est vrai qu'en post-opératoire, après un body lifting, surtout s'il y a une liposuction, on peut se trouver à 5-6 grammes, donc c'est mal toléré. Alors, c'est quand même des chiffres qui sont tirés de 100 patients, ce qui n'est pas beaucoup successif, et c'est quand même moins de 1% des cas. Hein. Donc, c'est 1% des cas. Il y avait une transfusion sur 100, et c'était des body lifting. Donc, ce n'est pas la plastie abdominale en général, loin de là. Hein, c'est même exceptionnel. D'accord, ok. Et donc, pour la chirurgie post-chirurgie bariatrique, est-ce que c'est une chirurgie qui peut être reprise assez rapidement? Donc, tu penses dans la situation actuelle, parce qu'il y a quand même cette tension en termes de médicaments quand même. Et bon, c'est vrai que la consommation en médicaments, pour vous, est-ce que vous utilisez des curares pour ce type de chirurgie ou non? Non, du tout. Ça dépend des habitudes des anesthésistes. Et c'est vrai que souvent, dans les hôpitaux, ils utilisent des curares et en établissement privé, pratiquement pas. Jamais. Enfin, les anesthésistes ne l'utilisent pas. D'accord, ok. Parce que c'est vrai qu'en termes de pénurie de médicaments, ce qui a été le plus pénalisé, ce sont les curares. Et donc, ça a pu être un peu gênant. Donc, vous, ce type de chirurgie a été reprise assez rapidement dans la phase de déconfinement. Dès qu'on a pu réopérer, on les a repris en charge. D'accord, ok. En évitant les cas extrêmement importants en volume excisé. Mais bon, c'est quand même pas très fréquent. Est-ce que vous donniez une information particulière, parce que vous parlez de bénéfice-risque, est-ce que vous avez fait soit des documents un peu spécifiques au niveau de la société pour les informer ou qu'il y ait une espèce de consensus, tu vois, une attestation ou c'était dans la discussion en disant voilà, vous en effet, vous avez quand même des facteurs de risque particuliers parce que vous êtes encore en surpoids, vous avez des pathologies métaboliques. Est-ce qu'il y a eu une information ou alors, donc un risque supplémentaire de risque du fait des comorbidités? Est-ce qu'il y a une information spécifique que vous avez donnée ou des documents spécifiques que vous avez fournis dans ce contexte, dans cette période-là? Ouais, c'est surtout l'évaluation habituelle, non, il n'y a pas de choses spécifiques. Okay. Pour le cas. Documents spécifiques liés au Covid, quoi. Non. Ah, il y avait un petit mot d'information remis à chaque, expliqué par oral, une petite lettre standard, type, expliquant qu'il y avait le Covid en ce moment, etc., enfin, tout ce qui peut arriver. On a rajouté quand même, un consentement COVID voilà. spécifique, comme on va rajouter une information spécifique si on met une prothèse mammaire. Donc voilà, ça, c'est lié à la période Covid. Et on a une information qui est éclairée comme pour toute intervention. Alors justement, ça tombe bien Patrick, parce qu'il y avait une question spécialement pour toi. C'est est-ce que dans ce contexte-là, est-ce que vous modifiez le délai pour poser une prothèse après chirurgie, mastectomie, voire radiothérapie? Est-ce qu'il y a un délai qui est nécessaire habituellement que vous modifiez de ce fait-là? Non, on n'a pas. Non, si on doit modifier quelque chose, c'est le délai. Forcément, il faut bien comprendre que cette période a engendré chez nous une attention particulière pour que ça se passe le mieux possible. Donc, il est évident que quand le patient était un peu résistant ou quand il n'y avait pas d'impératif ou d'urgence, on a favorisé le délai. C'est-à-dire qu'on a reprogrammé un peu le patient. Mais il faut bien comprendre que, c'est moi, ça a été mon sentiment, c'est que forcément, le Covid a été une situation particulière et c'est pour ça que nous, on est devenus des médecins et des chirurgiens particuliers, particulièrement attentionnés. On s'est adapté, on a adapté les patients et comme le disait Jacques, en matière d'anesthésie, on sait bien qu'en associant par exemple du kétalar aux drogues habituelles, on réduit les doses, on s'est adapté. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est adapté en faisant des techniques beaucoup plus simples et moi, je n'ai pas changé mes habitudes. C'est-à-dire que le patient qui était programmé, j'ai pris des précautions supplémentaires par rapport au Covid. Mais comme tout patient, un patient qui vient et qui est enrhumé, qui est infecté, on annule l'intervention. Un patient simplement qui psychologiquement ne se sent pas bien, qui est dans une phase un peu difficile, on retarde l'opération. Moi, je n'ai pas vu de différence. On m'a interdit d'opérer. Je me suis adapté, mais les patients l'ont bien compris. Elles ont souvent souffert, comme disait Vlad. Là, je pense qu'il y a des patients qui avaient programmé depuis longtemps leur intervention, leur reconstruction du sein. En revanche, ça a été l'occasion peut-être de leur expliquer que dans ce cas du Covid, j'allais leur faire une intervention beaucoup plus simple,
ça m'a aidé parce que je favorise moi, les reconstructions simples. Et donc, ça m'a aidé à leur expliquer qu'on allait faire quelque chose de beaucoup plus simple pour avoir un meilleur bénéfice. Mais je n'ai pas changé de délai. Pour répondre à la question, les patients qui étaient programmés, je les ai programmés parce qu'ils devaient être programmés. Mhm. Je n'ai pas d'autres commentaires sur ton intervention. Alors, il y a une autre question. C'est, tu disais que vous aviez un peu modifié votre technique du fait de cette période. Est-ce que… Alors, je rebondis. On n'a pas modifié de technique, mais nous, on a une culture de la chirurgie rapide. Parce qu'un des facteurs dont on ne parle jamais, c'est le facteur temps. Et dans la chirurgie, plus on est rapide, plus on fait des techniques simples et rapides, meilleures sont les suites. Et là, la période du Covid a été particulièrement adaptée. Donc, si vous voulez, les techniques de plastie mammaire qu'a enseigné Vladimir Mitz, ce sont des plastiques qui sont faites en ambulatoire. Tout à l'heure, tu rapportais le chiffre de 50%, ou c'est Jacques qui rapportait le chiffre de 50%. Avec David, on a une expérience à Cochin où on a 80% de la chirurgie plastique est faite en ambulatoire. Donc, on n'a pas changé, mais aujourd'hui, voilà, le vrai bénéfice, c'est le facteur temps. Et donc, il faut privilégier les techniques simples qu'on fait en ambulatoire. Et donc, c'est adapté au Covid. D'accord, ok. Non, parce que ça me rappelait une question qui avait été posée dans une manifestation, dans un séminaire dans lequel, du fait de pénurie en produits anesthésiques, certains chirurgiens étaient confrontés, entre guillemets, à modifier leur technique, c'est-à-dire habituellement ils opèrent, je ne sais pas, par célioscopie, et comme il y a moins d'accès au cura, eh bien, ils devaient opérer par voie vaginale en gynécologie, je suis gynécologue, et donc, comme ils avaient une expérience moins bonne à la voie vaginale par rapport à la voie célioscopique, ils étaient un peu inquiets, tu vois. Ils disaient, bon, c'est finalement, ben, là, c'est une perte de chance, par contre, tu vois, de changer cette technique. Et donc, c'était loin de ta proposition, d'accord, ok. Est-ce que finalement on s'aperçoit que le Covid a finalement quand même un peu modifié nos pratiques? Est-ce que quand même vous en tirez quelque chose de positif est-ce que l'après-Covid, là, il y a même des projets de recherche après-Covid, là, est-ce que vous allez garder certaines habitudes ou techniques, j'en sais rien, que vous avez réutilisées pendant le Covid en vous disant, ben, finalement, c'est des bonnes techniques, peut-être rapides, un peu plus simples, comme tu disais, peut-être poser des prothèses, je sais pas quoi. Est-ce que votre pratique a changé un peu pendant ces 2 mois et va se poursuivre ou vous allez avoir une réflexion différente? Est-ce que je peux répondre? Alors, je voulais rappeler l'expérience de mon maître Raymond Villain. Raymond Villain, qui était un très grand chirurgien, mais qui était passionné par l'écologie microbienne et qui nous faisait faire à nous des prélèvements jeunes médecins au niveau du nez ou des paumes de la main pour savoir quels étaient les potentiels microbes que nous inoculions aux patients. Et comme plusieurs fois cela a été prouvé, pas très souvent, parce que c'est souvent le patient qui s'infecte lui-même, c'est difficile pour un chirurgien d'infecter son patient, il nous avait appris à ne jamais serrer les mains quand on arrivait au bloc le matin, mais déjà on faisait les pingouins, on se touchait le coude. Et donc, si vous voulez, moi, quand je suis arrivé à la clinique où je travaille il y a déjà plusieurs années, j'avais demandé à tous les chirurgiens que je croisais, non, on ne se serre pas la main, on se touche les coudes. Et il m'avait pris évidemment pour un homme préhistorique. C'est absolument hallucinant. Eh bien, figurez-vous qu'avec le Covid, on a redécouvert l'hygiène à l'hôpital. Donc, ça a des gros avantages parce que dans les cliniques, les conditions sanitaires que nous devons respecter sont maintenant beaucoup plus drastiques, comme on dit, mais elles ont aussi un problème, ça a posé un grave problème d'organisation parce que le nettoyage des salles d'opération entre deux cliniques, la coexistence des patients dans des chambres à deux est impossible. Donc, il fallait les mettre dans des chambres à une. Donc, il y a un problème qu'on n'a pas abordé, qui est le problème des structures des établissements où nous travaillons. Et là, très certainement, ce qui s'est passé pendant le Covid va donner beaucoup d'instructions et d'enseignements, non seulement à nous, chirurgiens, mais aussi à l'organisation matérielle des établissements pour fluidifier la rotation des patients et organiser mieux de ce qui se passe entre deux interventions. Oui, bien sûr, oui. Jacques Savoy.
Oui. En fait, je pense que les leçons à tirer, elles vont être différentes entre les établissements. Les établissements qui auront reçu des Covid et qui auront mis en place des circuits différents Covid, non Covid, ceux-là vont avoir une gestion des malades qui va forcément être différente dans les années à venir. Et ceux-là, effectivement, seront mieux préparés s'il y a une pandémie qui surgit à un autre moment. Ça, c'est certain. Par contre, les établissements qui n'ont pas reçu de Covid du tout, les Covid-free, comme on a été nous, je pense que pour nous, ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a fait, on s'est mis en pause. Et puis, finalement, on s'est adapté à partir du déconfinement à une nouvelle politique de prévention de la contamination Covid au sein de l'établissement. Mais à part ça, nous, il y a des établissements, on n'a rien vu. C'est-à-dire qu'il y a des établissements, il n'y a pas un patient Covid qui est rentré dedans, donc il ne s'est passé rien du tout. Donc pour ces établissements-là, je ne crois pas que la période de Covid aura servi de leçon pour quoi que ce soit. Voilà. Je crois que vraiment la politique ne va pas être la même en fonction de ces deux types d'établissements. Alors, moi, juste une remarque pour finir. Je suis d'accord avec Jacques, mais je pense que ça va quand même changer. Revenir à des choses évidentes, c'est-à-dire que le circuit sale, le circuit propre. Il y aura des circuits Covid et des circuits non Covid. Sur notre activité personnelle, on va continuer à faire ce qu'on faisait déjà, c'est-à-dire se laver les mains et faire des techniques rapides et simples et en ambulatoire. Ça ne va pas changer, c'est vrai, c'est ce qu'on fait déjà. En revanche, je trouve qu'au niveau de la santé, on va peut-être évoluer sur la mobilité. Et c'est un peu le projet sur lequel on travaille aujourd'hui, de la chirurgie mobile. C'est-à-dire que je pense qu'il va falloir peut-être changer un peu, peut-être la façon de… La santé devra bouger un peu plus. Les patients avec des circuits beaucoup plus fluides, séparés, voire aller chez les patients, voire limiter les mouvements, parce que toute cette expérience du Covid nous a montré que, par exemple, avec tous les patients qui avaient de la cancérologie chez les personnes âgées, eh bien, c'était très difficile de les déplacer, de les faire venir à l'hôpital. Et donc, on a réfléchi sur ce projet d'aller opérer dans les EHPAD, c'est-à-dire de changer quasiment le sens de la gestion des patients. Et tous les carcinomes basocellulaires chez les personnes âgées, à mon sens, c'était ridicule de les faire venir à l'hôpital ou en clinique. Et donc, il faudra peut-être penser à aller les opérer sur place pour limiter tout ce flux. Donc, ça va peut-être quand même changer notre façon de voir la chirurgie ou de faire une chirurgie peut-être plus mobile. Voilà, ça c'est mon sentiment. En fait, c'est dans le prolongement de ce que disait Vladimir, c'est-à-dire que les structures hospitalières, il y a des hôpitaux comme Mondor qui était un bâtiment où, et on a cassé des hôpitaux pavillonnaires, tu vois. Et donc toi, c'est encore plus loin, c'est encore plus proche des patients, mais ça va probablement évoluer avec cette notion d'infection. Bien sûr. Mais Vladimir, déjà à l'époque, pensait à recréer les dispensaires, des petites structures proches des patients. Donc, dans cette continuité, moi, je pense qu'il faudra devenir mobile et plus penser à des grands établissements, penser à des petites structures, voire à des structures mobiles, comme le chirurgien qui se déplace auprès du patient, peut-être par rapport à ce contexte épidémique. Je ne sais pas, c'est à réfléchir. Alors, il y a une question, enfin un commentaire ou une question sur le côté positif du Covid, c'était une remarque, c'est la téléconsultation. Est-ce que pour vous, la téléconsultation, c'est quand même un chirurgien plasticien qui s'est exprimé, est-ce que la téléconsultation, pour vous, c'est fait partie de votre usage dans ce contexte-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez garder ou que vous aviez déjà auparavant? J'en ai fait quelques-unes, mais j'ai dû revoir les patients après pour l'examiner réellement. Voilà. Mais est-ce que pour le suivi, par exemple, ça peut être intéressant? Est-ce que c'est une pratique que vous avez ou que vous allez garder? Qu'est-ce que vous pensez que c'est intéressant ou pas tellement en fait? Bah, on le faisait déjà auparavant avec le coup de fil et les photos envoyées par téléphone. Personnellement, je fais de la téléconsultation par WhatsApp régulièrement depuis très longtemps. Et je n'ai pas attendu les visioconférences. Je trouve que c'est très adapté parce qu'on a une chirurgie qui a un visage. On a une chirurgie parce que le WhatsApp permet de montrer un sein, montrer une cicatrice. C'est aussi parce que notre spécificité est une spécificité chirurgicale qui a un visage. Donc, c'est facilement utilisable par WhatsApp. Peut-être que d'autres spécialités moins bien, mais moi, en plastique, on l'utilise depuis longtemps, oui.
Moi, je trouve que ça a eu un grand intérêt et ça l'aura pour les patients loin. C'est-à-dire que la visio, normalement, idéalement, elle était faite pour les patients à distance, mais de loin. C'est-à-dire qu'on avait commencé à Toulouse, à l'internat, avec les gens qui étaient sur des bateaux. Donc, voilà. Je pense que pour le post-opératoire, le suivi, le contrôle de patients qui sont à 2-3 heures de route, c'est un grand bénéfice. 2 heures aller, 2 heures retour, 2 heures dans la salle d'attente au cabinet, c'est une demi-journée, une journée. Et là, en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Par contre, dans le préopératoire, un entretien avec quelqu'un qui va être opéré, moi, ça me plaît pas. Ça peut être un premier contact. Ça peut être un premier contact, mais il faut aller voir après. Par contre, post-op à distance, les gens qui sont loin, je crois que c'est formidable pour eux. Vraiment. Je voulais revenir sur ce qu'a dit Patrick, sur le soin dans les EHPAD. Ça m'a fait penser à un truc qui serait extraordinaire, c'est l'ambulatoire, la chirurgie ambulatoire, mais avec le mobile ambulant. C'est-à-dire que ce serait la chirurgie qui serait ambulatoire. C'est comme les gens qui prennent le sang, là, vous voyez, une espèce de bus, de grand bloc ambulatoire qui se déplacerait lui-même, qu'on collerait à côté de l'EHPAD, pour opérer les patients et repartirait. De l'ambulatoire, mais le bloc ambulatoire, pas le patient qui vient en ambulatoire. Non, mais Jacques, nous, on va plus loin. C'est-à-dire qu'on a dépassé le stade du bus. C'est-à-dire qu'on est en train de monter une unité de chirurgie mobile où on va aller au lit du malade avec un kit pour lui enlever son baso. Donc, il ne va même pas se déplacer, il va sortir de la douche, il va s'allonger sur son lit et on va lui faire sa petite anesthésie locale. Et sa chirurgie, c'est une chirurgie mobile au lit du malade. C'est encore plus léger et plus rapide que le bus. C'est un projet qu'on est en train de monter. Plus les merci chip, c'est carrément bien sûr au contact. Moi, j'avais une question pour vous, parce que bon, suite à la dernière question qui a été posée en ligne sur en cas de nouvelle épidémie, qu'est-ce que vous proposeriez? Donc, il y avait 54% qui disaient pareil, 27% qui disaient des urgences plus limitées, au contraire, et puis le reste, c'était un peu variable. Vous, en cas de nouvelle épidémie, quel est votre point de vue? Je veux dire, épidémie, je n'ai pas dit crise autre. Nouvelle épidémie avec les réanimations qui sont occupées, avec les anesthésistes réanimateurs qui sont occupés. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'on repart pareil ou on fait ce qui est un petit mouvement qui est en train d'apparaître au niveau international et en France quand même, c'est-à-dire dans les pays nordiques, mais aux États-Unis aussi, en disant, voilà, l'épidémie, ça nous a mis en l'air tout le système sanitaire, notamment les établissements non CHU, c'est-à-dire les cliniques privées ou les hôpitaux de proximité. Le fait d'arrêter les opérations, ça a entraîné une catastrophe parce que les patients, ils seront opérés je ne sais pas quand. Il y a aussi beaucoup d'endoscopies, coloscopies qui ont été reportées. Donc, les patients, eh bien, il y aura une perte de chance cette fois-ci. C'est-à-dire que leur petit cancer va devenir peut-être un gros cancer du côlon et ne sera pas opéré de la même manière. Donc, il y a le principe de la réflexion sur la sanctuarisation d'une partie de l'activité chirurgicale en cas d'épidémie, de nouvelle épidémie ou qui sait de deuxième vague. Vous, quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous pensez que la chirurgie plastique, et esthétique, a une place dans cette sanctuarisation d'une activité chirurgicale en cas de nouvelle épidémie? Oui, donc je pense qu'il faudra envisager des gros centres réanimation Covid un peu à part et le reste de la chirurgie, pas forcément plastique, mais par exemple un canal carpien, une fracture du poignet, il faudra faire dans les petits centres en ambulatoire. Moi, je pense qu'on ne peut pas rester lié pour des années à l'activité Covid. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'activité Covid devienne le critère de gestion de la santé. Moi, même s'il y a 10 épidémies, ce n'est pas possible. On ne va pas arrêter la santé, l'économie, tout, parce qu'il y a Covid. Si c'était le cas, il va falloir mettre la sanctuarisation, elle sera sur le Covid, c'est-à-dire qu'il y aura des centres Covid. Dans ce centre Covid, on fera de la chirurgie cardiaque, on fera de la chirurgie plastique pour les patients Covid, on fera du Covid si vraiment c'est ça. Mais je pense qu'à côté de ça, il y aura des établissements Covid-free et on bossera comme d'habitude. Moi, je ne peux pas imaginer que les 10 ans qui arrivent, si tous les 6 mois, on a une cloche, une nouvelle cloche Covid,
et on va tous arrêter de travailler, on va arrêter de soigner les gens. C'est pas possible. Je crois que si vraiment c'est ce profil-là qui se met en place, je crois qu'il y aura des, comme à une époque il y a eu des sanatoriums, eh ben, il y aura des covitoriums. Je crois que il y a une logique de santé publique qui fera qu'on soigne les gens dans les centres prévus et on y fera toute la chirurgie possible dedans. Et à côté, il y aura des centres où on dépistera avant de rentrer dedans. Ben, vous êtes Covid-free, vous pouvez être soigné là. Et on fera la chirurgie plastique et esthétique. J'abonde totalement dans le sens de Jacques, en allant encore plus loin, en séparant les lieux, c'est-à-dire qu'il y aura des structures Covid et des structures non Covid, qu'elles soient publiques ou privées, et les hommes pourront y aller. C'est-à-dire que le chirurgien hospitalier peut imaginer qu'il a, lui, dans ses structures privées, continuer son programme, séparer les structures et non pas les hommes. Et à partir du moment où il y a une structure qui sera non Covid, toute la chirurgie pourra être faite. Je suis complètement d'accord avec Jacques. Vlad ? La question se pose hors Covid aussi, c'est-à-dire ça peut être une autre épidémie, ce n'est pas forcément le Covid. Mais tout à fait. Regardez comment on a réagi avec le HIV. Je me souviens quand j'étais chef, c'était vraiment, tout était focalisé sur les patients HIV. Il y avait 20 recommandations. Il y avait vraiment une spécificité, une particularité des patients HIV. Je m'en souviens, on était terrorisés dans le service quand on faisait des interventions dans les services de chirurgie plastique à des patients HIV. Aujourd'hui, le patient est considéré comme n'importe quel autre patient. On a une attitude, ça sera à nous adapter, mais je pense que se focaliser que sur la pathologie de Covid quand elle arrivera et paralyser tout un système de santé, ça sera délétère pour les patients, ça c'est évident. Patrick, c'est une bonne remarque, mais la différence, c'est que le HIV, maintenant, on a des traitements. Alors que le Covid, c'est purement symptomatique et pas forcément très réussi. Donc, il faut attendre un petit peu pour ça. Oui, j'entends bien. Le parallèle, en orthopédie, avec les infections ostéo-articulaires, il y a des services qui ne veulent surtout pas qu'il y ait des patients infectés qui rentrent, services d'orthopédie, j'entends, hein, des patients infectés qui rentrent dans le service. Et ils les envoient dans des établissements qui sont plus ou moins spécialisés dans l'infection. Je crois même qu'en Allemagne, il y a une structure hospitalière dédiée à l'infection ostéo-articulaire. Donc, ça se conçoit. Donc, ce serait un peu le miroir de ça. Hein. C'est pareil. Hein. Tout à fait. Le son. Voilà. Bon. Moi, je suis très favorable à ce que j'ai entendu de la part de Saboy et de Patrick Knipper et aux remarques d'Henri Jean-Philippe. Je pense que le bénéfice-risque est important, que la souffrance psychologique des patients, de chaque patient individuel, est aussi prise en compte. Et je pense que c'est notre devoir de médecin que de nous adapter à cette situation difficile et qu'il ne faudrait pas, à mon avis, refaire 2 fois les mêmes erreurs que nous avons fait avec un arrêt total des soins qui a été imposé aux patients. Je pense que ça, voilà, ce qu'on a appris, ça, plus jamais ça. Par contre, toutes les précautions d'hygiène doivent être prises et redoublées dans nos pratiques professionnelles. Merci. Donc, en fait, c'est ça le principe de sanctuarisation. C'est pas en fait, en cas d'épidémie à répétition. C'est s'il y a de nouveau une nouvelle catastrophe, c'est si on arrive à identifier les besoins assez rapidement. C'est-à-dire, là, on a assez rapidement identifié qu'il fallait des unités de réanimation, des réanimateurs, des produits, des infirmières, mais pas des chirurgiens. Pas des chirurgiens. Donc, à partir du moment où on identifie une épidémie qui a des conséquences sur la réanimation, eh bien, qu'on réserve les services de réanimation pour cela, c'est une chose. Et donc, il n'y ait pas d'intervention chirurgicale avec risque d'aller en réanimation. Moi, je pense que c'est une très bonne idée. Par contre, vous voyez qu'on ait arrêté la chirurgie de la cataracte, qui est la principale opération réalisée en France, qui se fait sans anesthésiste le plus souvent, jamais avec une passage en réanimation, qu'on ait arrêté la chirurgie de la main, qui est la deuxième intervention la plus pratiquée en France, qu'on ait arrêté la chirurgie de la hernie, et ainsi de suite, c'est pénalisant, parce que ça veut dire que maintenant, il va falloir des mois et des mois pour ces personnes âgées, handicapées, qui souffrent d'une certaine manière. Et donc, c'est ça, en fait. Moi, je pense qu'il faut vraiment être assez savante que vous représentez ici, là. C'est que autant vous avez réfléchi et vous avez supprimé la priorisation au bénéfice, finalement, de la balance bénéfice-risque, je pense que maintenant, il faut que ça remonte aussi de vous en disant, voilà, ben nous, il faut, en effet, on pense que la chirurgie plastique, il y a une part de notre chirurgie plastique esthétique et réparatrice qui, en cas de crise de plan blanc indiqué avec
accès en réanimation nécessaire, eh bien, il y a une partie de notre activité qu'il faut à tout prix qu'on maintienne parce qu'il y a des conséquences sur la souffrance des gens, parce que ça peut se faire sans fragiliser un plan blanc. Vous voyez, je pense que dans chaque spécialité savante, mais sans définir des indications opératoires, mais des familles d'intervention. Et à mon avis, il faut que ça remonte un peu de vous au niveau des ARS. Et il y en a pas mal d'ARS où, bon, certains ont été un peu critiqués, bien sûr, mais ça, c'est un peu logique en France. Mais il y a cette réflexion, on va être un peu promoteur de cette réflexion pour, au cas où il y a une nouvelle catastrophe, eh bien, on puisse immédiatement réagir et permettre aux chirurgiens d'opérer. Et les chirurgiens, moi, je suis chirurgien et je suis nul en réanimation. Et donc, on ne m'a pas demandé de faire de la réanimation, mais j'aurais pu faire des petites opérations. Vous voyez, des opérations sous anesthésie locale ou régionale. Donc là, je pense que dans chaque spécialité, il faut qu'il y ait cette réflexion et que ça remonte de vous. En tout cas, je vous remercie tous pour ce webinaire qui était un gros succès technique, en tout cas. Et maintenant, il y a une enquête de satisfaction qui va être adressée à l'ensemble des inscrits. Et je vous remercie sincèrement et je crois que tout le monde était vraiment ravi de ce travail. Il y a déjà des échanges en ligne dans cette dimension. Donc, à très bientôt pour un nouvel épisode.